Alors, pour cette deuxième partie, pour cette seconde partie de la Stoicon de cet après-midi, nous allons accueillir un duo fascinant. Le premier est maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste du stoïcisme et du cynisme. Le second est diplômé de l'ESSEC, où on a fait notre première Stoicon l'année dernière, et il est consultant en management. Ils ont écrit à quatre mains le livre Coacher avec les stoïciens. Je vous prie d'accueillir Jordi Piacoella et Charles Sénard. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs pour cette superbe journée. Et nous sommes heureux de voir autant de néo-stoïciens de tout âge, et jeunes et moins jeunes. Merci d'être là. Alors, on ne va pas vous faire une présentation du livre. Nous souhaiterions répondre à la problématique générale sous un angle particulier, qui est celui de savoir s'il est pertinent si le stoïcisme est pertinent dans le monde du travail aujourd'hui, et à travers notamment la question du coaching. Et la singularité de notre intervention, que nous allons diviser en deux parties, c'est justement, comme vous l'avez dit, de répondre à cette question en alliant au regard de l'historien de la philosophie, Jordi Pia, celui du praticien, du coach, Charles Sénard, qui aussi est compétent dans le domaine des lettres classiques, puisque tu as fait un doctorat de lettres classiques. Donc, je pense que voilà, on a vu tout à l'heure le point de contact entre les praticiens du stoïcisme et un théoricien, Valérie Laurent. Nous, ce qu'on a voulu faire justement dans ce livre, c'est mettre en dialogue ces deux mondes qui parfois qui pourraient moins s'ignorer qu'en général. Voilà, ça c'est la perspective. Alors, très simple, je commencerai dans les 10 minutes qui me sont imparties à répondre à la question de la pertinence du stoïcisme dans le monde du travail aujourd'hui du point de vue de l'historien de la philosophie. Et ensuite, Charles nous apportera un regard qui est précieux et à mon avis singulier, qui est celui du praticien. Nous souhaiterions, si vous voulez, est-il pertinent? Nous, bien entendu, nous dirions que oui, que le stoïcisme peut s'avérer utile dans le monde du travail d'aujourd'hui, voire précieux, et en particulier si nous concevons le stoïcisme comme une forme de contre-discours à certaines pratiques managériales ou à certains effets de mode dans certaines pratiques psychologiques ou certaines pratiques du développement personnel, que je ne critique pas ici parce qu'il y en a qui sont très bien, mais parfois il y a, je dirais, une simplification de l'approche du stoïcisme que nous avons voulu éviter dans ce livre. Je n'en résumerai que 3 avant de vous lire, de conclure mon intervention par un texte de Cicéron. Oui, il est pertinent de mettre en pratique et de réfléchir sur le stoïcisme dans le monde du travail aujourd'hui si nous refusons, comme le font certaines multinationales de la Silicon Valley, de faire du stoïcisme la servante de la productivité. Juliette, dans l'un des échanges, tu as bien montré que pour le stoïcien, l'argent n'est pas un problème et que par conséquent, pour un stoïcien, permettre à quelqu'un dans une entreprise d'être plus performant, comme on dit aujourd'hui, plus efficace, n'est pas problématique. Ce qui est en revanche problématique, c'est lorsque, par exemple, le principe stoïcien apprend à accepter les événements comme ils se produisent. Un principe stoïcien qui est extrêmement complexe et riche se résume dans le monde de l'entreprise parfois à « adapte-toi à tout ». Certes, on nous apprend à avoir une grande adaptabilité, je crois que ça c'est l'une des vertus du stoïcisme, mais surtout pas au prix de se trahir soi-même et au prix ce que vous avez dit Valérie et Juliette, au prix des vertus, de ces 4 vertus. Et le stoïcisme devient du coup une forme de contre-discours
dans le sens où il met le mot valeur non pas dans ce que Hannah Arendt a par exemple appelé les valeurs fonctionnelles, les valeurs échangeables, consommables, etc., relatives, l'argent, la réussite, I am a loser, I am a winner. Non, c'est vraiment dans ces 4 vertus, dans l'exercice des 4 vertus, la sagesse pratique, la maîtrise des passions, le sens de la justice et le courage. La deuxième condition également, je n'y reviens pas, Juliette et Valérie l'ont très bien montré. D'ailleurs, notre livre s'inspire de vos travaux, Juliette, et en particulier de ceux de Valérie. Certains modes, parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois, vous pouvez avoir cette idée que dans certaines pratiques psychologiques ou dans certaines pratiques du développement personnel, que je trouve honorable aussi parce qu'elles entrent en consonance avec le stoïcisme, il y a quand même un travers qui est celui de dire, ben voilà, on va s'occuper de ton bonheur personnel, le monde est désordonné, le lieu où tu travailles, c'est le chaos, etc. Mais ce qui compte, c'est ton bonheur individuel, voyez? Non, le stoïcisme, certes, il y a une concentration sur ma raison et sur mon bonheur, sur ce que tu disais, pour citer Michel Foucault, Maël, le souci de soi, mais souci de soi, les stoïciens pensent souci de soi et souci des autres, non pas en termes de rupture, mais de complémentarité. Et donc je crois que cette articulation est fondamentale. Enfin, tu l'as dit au début, Maël, dans ton introduction, il y a bien entendu l'écart chronologique. Le stoïcisme est une philosophie, il ne faut pas l'oublier, qui, comme les philosophies anciennes, se voulait universelle, intemporelle, mais qui, malgré tout, s'inscrivent dans un contexte culturel, historique et social qui est, à bien des égards, totalement différent du nôtre. Alors, vous voyez, oui, c'est intéressant, mais malgré tout, il y a cet écart dont qu'il faut prendre en considération. En même temps, cet écart peut nous aider à avoir un recul, je dirais, et donc un regard critique. Voilà. Et quand je parlais de l'articulation entre soi et les autres, il ne s'agit donc pas du coup pour les stoïciens de simplement accepter le monde tel qu'il est, mais de changer notre regard sur ce monde, voire aussi d'agir sur ce monde. Le stoïcisme est une philosophie qui nous apprend à être, j'ai beaucoup aimé ce que tu disais Valérie, en harmonie, en syntonie, c'est le terme même de Marc Aurèle, symphonia, avec les autres, mais il y a aussi une démarche critique. Et moi je crois que ça c'est extrêmement important. Sur ce, j'ai trop parlé, et il est temps maintenant de faire parler Cicéron, qui n'était pas un stoïcien, mais qui s'est nourri du stoïcisme. Et donc, juste une réflexion que Charles et moi souhaitions vous livrer, à partir, par rapport à cette problématique, moi et mon travail. Et on pense en particulier à la problématique du burn-out, lorsqu'on s'identifie trop à un rôle, lorsqu'on s'identifie trop, je suis PDG dans une entreprise, où je suis ministre, etc., où je suis maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle, où je suis coach, lorsque je ne m'identifie finalement qu'à cette identité. Le texte qu'on vous soumet est un texte très connu des stoïciens, mais sa particularité, c'est qu'il n'est pratiquement jamais cité par les vulgarisateurs du stoïcisme. Et je crois qu'il mérite ici d'être remis en honneur. Alors, le texte donc, que vous avez ici, que je lis rapidement et que je commente très vite. Il faut comprendre que la nature nous a fait endosser en quelque sorte 2 rôles. En latin, personae, qui a donné personne. L'un nous est commun du fait que nous participons tous à la raison et à cette dignité qui nous élève au-dessus des bêtes, d'où découle la beauté morale et ce qui est convenable. Donc, il y a bien un premier rôle qui est celui d'être rationnel et que je partage avec vous tous et, d'après les stoïciens, surtout pas avec les animaux. Ensuite, deuxième rôle, quant à l'autre rôle, il nous est attribué à chacun personnellement. Donc, il y a le sage d'un côté vers lequel j'essaie tendre, mais ce qui est très intéressant dans ce stoïcisme, c'est la prise en compte de votre personnalité. Il faut absolument que chacun garde son caractère, non pas ses défauts, mais tout de même son originalité,
que chacun d'eux connaisse son propre talent et se montre juge perspicace de ses qualités et de ses défauts. À ces deux rôles se joint un troisième que les hasards de la vie ou les circonstances nous imposent. Il s'y joint même un quatrième rôle, le dernier, que nous attribuons nous-mêmes et qui découle de notre choix. Le pouvoir, les commandements, la notoriété, les responsabilités, les richesses, la puissance et leurs contraires, qui relèvent du hasard, sont régis par les circonstances. Quant au rôle que nous voulons jouer, cela dépend de notre volonté. Le terme que Charles et moi avons choisi de traduire par rôle, c'est le terme latin persona, que nous traduisons par rôle, qui se réfère en fait au masque que portaient les acteurs lorsqu'ils représentaient une pièce. Donc vous voyez, on n'est pas ici vraiment dans l'identité, on est dans un rôle. Pour Cicéron, selon cette image, notre personne, notre identité, est composée au moins de 4 rôles. La première persona, le premier masque, le premier rôle, est commun à tous les êtres humains. C'est notre nature rationnelle qui nous distingue des animaux. À côté de ce rôle de nature universelle est joint un deuxième spécifique à chacun. Ce sont vos caractéristiques individuelles. Tous ces traits qui font de vous des êtres singuliers, votre personnalité, vos talents, vos aspirations, votre sensibilité, mais aussi vos limites. Tout le monde ne peut pas être Socrate, tout le monde ne peut pas être notre sage qu'aimaient bien les stoïciens, Caton. Et alors Sénèque, dans une de ses lettres, qui dit oui, si le modèle de Caton te semble trop au-dessus de toi et ne pas correspondre à ta personnalité, ne force pas ta nature, choisis-toi un autre rôle qui soit plus adapté à toi. Donc vous voyez, les stoïciens encouragent ainsi à tendre vers cette perfection rationnelle sans forcer votre propre nature, vos penchants. Troisième rôle, ce sont les circonstances de la vie. Vous avez peut-être rêvé un jour de devenir la prochaine présidente de la République. Moi aussi, ça m'arrive en me rasant de le faire, mais malheureusement, je n'ai pas la nationalité française, je suis andorran, les circonstances de la vie, et ensuite, je n'ai pas le réseau dont dispose M. Emmanuel Macron. Vous voyez, donc, là, si vous voulez, oui, j'aurais peut-être voulu, qui sait, mais je dois accepter qu'il y a une part de ma vie active qui dépend du hasard, des circonstances de Dieu. De la fortune, dit Cicéron. Enfin, pourtant, reconnaître cette limite qui nous apporte quand même une forme de liberté, voilà, je n'ai pas obtenu ce poste, etc., malgré tout, ça ne veut pas dire que le stoïcisme est une philosophie passéiste, mais au contraire, il y a le quatrième rôle qui dit « c'est nous qui décidons ce que nous voulons faire avec ce que nous sommes et ce que nous avons ». J'ai donc la liberté de choisir. Si je veux être une bonne citoyenne, solidaire, qui apportera sa pierre au grand édifice qu'est la communauté humaine, par exemple, ma personnalité me porte à vouloir transmettre aux autres ma passion pour la littérature et la philosophie. J'ai à peu près les qualités intellectuelles pour le faire, je suis en bonne santé, je décide donc de devenir enseignant-chercheur, et ce choix, pour le moment, personne ne peut me le retirer, j'essaie de le faire le mieux que je le peux. Je vous invite, Charles et moi, nous vous invitons à relire ce texte, à faire votre miel de cette image. Ce que nous avons retenu, c'est qu'il rompt avec une conception unitaire et rigide de notre moi, en proposant au contraire une vision plurielle et diverse de lui. Elle donne en quelque sorte une plus grande plasticité et souplesse à notre identité. Il s'agit, ne l'oublions pas, de jouer un rôle et ne pas s'identifier totalement avec l'un de ces rôles. Et vous voyez que par rapport à la problématique du burn-out, ce texte peut être extrêmement inspirateur. Je terminerai, et ensuite je donne la parole à Charles. On mesure par conséquent combien cette métaphore peut être précieuse pour le coaching, dans une société où souvent l'on tend trop à s'identifier à son moi professionnel. L'image des 4 rôles nous invite à être attentifs à d'autres caractéristiques qui forment notre identité, à maintenir un juste équilibre entre les divers rôles, en évitant que l'un d'eux n'absorbe ou ne détruise les autres.
Et ce qui est intéressant, c'est que cette fluidité montre qu'en fait, nous avons une diversité de rôles qui n'ont pas à se juxtaposer les uns aux autres, mais plutôt à entrer en tension, le tonos chez les stoïciens, et en dialogue entre eux. Merci beaucoup Jordi. Alors maintenant, un second versant plus pratique, plus opérationnel de notre intervention. Tout notre propos a consisté à relier le coaching tel qu'il se pratique aujourd'hui et le stoïcisme. Alors, quelques mots très rapidement sur qu'est-ce que nous avons appelé le coaching. Alors, le coaching, ça se définit classiquement comme un processus de développement humain qui implique une relation structurée, des stratégies, des outils et des techniques adéquats pour promouvoir de manière durable des changements souhaités au bénéfice du coaching et potentiellement d'autres acteurs de l'organisation. Alors, donc, ça c'est la définition du coaching. Nous, on s'est concentré sur le coaching plutôt individuel, il y a aussi du coaching collectif dans des organisations d'aujourd'hui. Et le coaching, c'est une pratique qui s'est développée depuis les années 80 de façon considérable, et aujourd'hui, une bonne partie des budgets des départements de ressources humaines des entreprises est consacrée au coaching, à fournir des coachings aux cadres, à toutes les personnes ou pas, à toutes les personnes qui en ont besoin. Donc le coaching, typiquement, c'est un certain nombre de séances, je rappelle quand même, qui durent 1 heure à 2, qui se déroulent d'une façon, avec une structure assez similaire en général. On commence par définir un objectif pour la séance, on étudie, on examine la réalité du problème, et on envisage différentes options, et puis après on conclut sur une ou plusieurs options, et on affiche, on trouve une façon de réfléchir à sa volonté de mettre en place les actions définies. Donc à partir de là, sur cette trame, il y a beaucoup de techniques qui peuvent être employées, sachant qu'il est particulièrement important de définir bien au début de chaque séance des objectifs. Alors, nous, on a voulu proposer aux coachs un nouveau modèle de coaching qui soit stoïcien, en particulier comme le stoïcisme impérial a pu le définir. Alors, le coaching, c'est pertinent, c'est utilisé en général pour plein de situations professionnelles différentes, comme la prise de nouvelles responsabilités, le développement de compétences, la préparation d'un événement important, le départ à la retraite, c'est très opérationnel. Et parmi toutes les problématiques qui peuvent être abordées dans le coaching, il nous a semblé que certaines problématiques, plus que d'autres, étaient pertinentes. Ce n'est pas l'approche à laquelle nous avons réfléchi n'est pas la panacée, de même que d'ailleurs le coaching n'est pas la panacée à tous les problèmes d'une organisation, contrairement à ce qu'on peut croire parfois. Et typiquement, c'est sur des problématiques comme le fait de comment canaliser ses émotions, prendre de la hauteur, comment avoir une perception juste des réalités qui nous entourent, comment donner du sens à son travail, comment gérer ses rapports avec les autres. Voilà, c'est juste pour dresser le cadre. Alors, on a défini un certain nombre rédigé avec Jordi un certain nombre de dialogues de coaching à la fin de l'ouvrage, de façon à montrer de façon très concrète qu'est-ce qu'on propose comme approche. Alors, le premier d'entre eux, c'est par exemple comment gérer son stress avant une présentation. Problématique familière à tous. Et donc voilà, typiquement, la conversation de coaching telle qu'on l'a imaginée consistait à définir pour le coaching exactement quel est son objectif. Donc là, par exemple, on peut imaginer que c'est de comment réduire son stress, ou comment identifier des raisons de ne pas être stressé pour la présentation qui doit avoir lieu dans 2 jours. On va être très très concret. Et donc là, on imagine que un coach qui agirait en s'inspirant du stoïcisme pourrait proposer au coaché à qui il parle un certain nombre d'exercices spirituels, selon l'expression maintenant consacrée. Par exemple, il pourrait l'inviter à distinguer ce qui dépend de lui et ce qui ne dépend pas de lui. Par exemple, qu'est-ce qui va faire que son intervention va réussir ou pas, pour prendre conscience que non, tout ne dépend pas de lui. Il peut survenir tel ou tel événement qui va faire que ça va rater, ça ne va pas arriver à être assez efficace. Et donc, quelque part, cette prise de conscience va l'aider à avoir une certaine distance, on peut le supposer en tout cas, par rapport à l'événement de la présentation. Et donc, peut-être diminuer son stress. Il peut lister aussi, on reconnaît la praemeditatio malorum, il peut lister éventuellement tout ce qui peut
mal se passer pendant la présentation. C'est que le fait de faire cet exercice, on peut supposer que ça va l'aider. Il peut utiliser la technique telle décrite par Marc Aurèle, par exemple, du regard d'en haut. Imaginer cette scène de lui en train de présenter, lui ou elle en train de présenter, l'imaginer en train de la voir depuis une hauteur adjacente, et qu'est-ce que ça fait de faire cet exercice d'imagination. Imaginer qu'est-ce qu'il dirait si ce n'était pas lui qui devait faire la présentation, mais quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il dirait pour le rassurer. Et puis, par exemple, le retournement de l'obstacle, de même que quand on joue une partie de tennis, prendre le sport qui parle le plus au coaché en question, est-ce qu'il préfère jouer avec un adversaire meilleur que lui ou moins bon? On peut supposer qu'il a préféré jouer avec un adversaire meilleur que lui, et bien pareil, cet événement difficile, cet obstacle qui se présente à lui, plus ce sera difficile, plus c'est stimulant. Voilà. J'entre vraiment dans le détail, mais pour donner une petite idée de ce que ça pourrait donner. Évidemment, dans une situation de coaching réel, on n'énumérerait pas, comme je l'ai fait, tous ces exercices, on en prendrait un ou deux, et puis on s'adapterait. Alors, je parcours très rapidement quelques titres des autres dialogues de coaching que nous avons imaginés avec Jordi. Apprendre à déléguer, faire face à des difficultés, une dimension commerciale, rebondir après une difficulté, gérer ses émotions, gérer ses relations avec ses collègues. Toutes sortes de problématiques pour lesquelles il nous a semblé que le stoïcisme pouvait apporter un éclirage intéressant. Alors, qu'en pensent les coachs? C'est notre livre, donc c'est intéressant d'avoir un regard extérieur. On a voulu mener une petite enquête auprès d'une dizaine de coachs qui avaient lu ce livre, enfin, en tout cas, ils devaient l'avoir lu attentivement, et voir qu'est-ce qu'ils en retenaient, au fond. Qu'est-ce que ça leur inspire. Alors, un premier élément, une première réaction qu'on a entendue très souvent, était que c'était au fond beaucoup d'outils, de techniques très familières. Par exemple, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ils disent voilà, on s'en sert tout le temps, au fond, de cette distinction, sans forcément la rapporter au stoïcisme. Ou bien des éléments comme la distinction entre les choses, les représentations, prendre le temps d'examiner ces représentations, enfin la discipline du jugement. Et puis là, les coachs disaient oui, on fait à peu près ça, on va utiliser par exemple le schéma pensée, qui va distinguer les pensées, les émotions et les comportements. On ne va pas parler de représentation, mais de perspective, par exemple. L'exercice du regard d'en haut, par exemple, il va prendre des formes un peu étonnantes. On va dire, si vous étiez, le coach va demander au coaché, si vous étiez une mouche au plafond pendant cet événement, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous verriez? Ou alors il va faire changer la personne de place dans la pièce. C'est une technique qui peut être employée pour essayer de voir les choses d'une autre perspective. Un élément qui a beaucoup retenu l'attention des coachs interrogés, c'était en effet la dimension altruiste, sur laquelle plusieurs des interventions ont insisté. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup d'intérêt pour eux. Ça les a interpellés. Le fait d'utiliser, alors dans la deuxième partie, on réfléchit sur le comment est-ce qu'on peut coacher de façon stoïcienne. Le fait d'utiliser des métaphores, comme le font Marc Aurèle au Sénèque, c'est quelque chose qu'ils font beaucoup aussi. Alors, nous, on propose, on a réfléchi sur identifié un certain nombre de métaphores. Vous avez proposé une liste qui peuvent être employées sur telle ou telle problématique. Alors, typiquement, le coach va plutôt essayer de partir de métaphores qui parlent au coaché, donc qui lui sont familières dans son environnement quotidien. Et pareil pour les valeurs. Donc, on a proposé les grandes valeurs cardinales, les grandes vertus cardinales de la sagesse pratique, la tempérance, la justice et le courage. On appelle ça des valeurs. Typiquement, le coach va peut-être plutôt essayer il va toujours travailler sur les valeurs du coaché, ou ses vertus, et il va essayer d'identifier avec le coaché quelles sont les valeurs personnelles du coaché. Et à partir de là, l'aider à en prendre conscience. Donc c'est vrai qu'on peut imaginer de proposer une liste de valeurs, et voilà, des métaphores des valeurs. Ils étaient sensibles aussi à la posture spécifique, ce qu'on décrivait de la posture de Sénèque, par exemple,
coachant, entre guillemets, Lucilius, une posture très humble et très bienveillante, en n'hésitant pas à faire preuve d'humour. Et donc voilà, c'était globalement très... ça leur parlait, en fait. C'était des choses qu'ils appliquaient en réalité dans leur quotidien. Et l'ouvrage, aussi une autre réaction que ça a attiré, c'était que c'était perçu comme une sorte de légitimation du coaching. Alors, dans un sens d'abord un peu superficiel, qui est que le coaching, c'est quelque chose d'assez neuf, qui date du début des années 80, qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières décennies, mais c'est une entreprise qui est une discipline qui est un peu en quête de légitimité, donc ça fait du sens pour eux, c'est une réaction. Et l'autre était qu'ils se réjouissaient de se dire que ce qu'ils pratiquaient avait une sorte de légitimité, ils pouvaient trouver une légitimité philosophique, des sources, un fondement philosophique, et qui va un peu plus loin que l'exemple traditionnel, très, très rabâché, de Socrate et de sa maïotique, qui est vraiment un topos en matière de coaching. En guise de conclusion, je dirais que nous, ce que nous avons fait, c'est que, quelque part, notre démarche est un petit peu, en se référant au coach, notre démarche est un petit peu rhétorique, c'est-à-dire que nous avons cherché à nous appuyer finalement sur les prémices qui sont dans l'esprit de lecteurs, des coachs, pour que tous ces exemples, toutes ces façons de techniques qu'on pourrait rattacher au stoïcisme sont familières, pour inscrire ce coaching le coaching dans une perspective à la fois culturelle, humaniste, qui puise aux grands textes qui ont façonné notre civilisation, et confère une certaine dimension philosophique à ces pratiques. Et tout en l'orientant davantage vers des valeurs altruistes, comme on l'a souvent dit aujourd'hui, de solidarité, d'humanité, et orienter le coaching dans un sens qui invite à sortir d'une vision égocentrique de la réalité. C'est vrai que le coaching, c'est lié un peu à la naissance du coaching, a souvent été rapproché du développement de l'individualisme dans notre société, et faire en sorte de combattre un peu cet individualisme pour offrir une dimension plus altruiste et générale. Oui, et comme tu l'as très bien indiqué aussi, la dimension littéraire, tu parlais au début, Juliette, de L'Ingenium, ces auteurs, Marc Aurèle, Sénèque, Épictète aussi, n'étaient pas uniquement des philosophes, c'était des gens capables de réfléchir à des stratégies pédagogiques et persuasives qui puissent aider l'homme à acquérir sa rationalité. Et donc, on voulait vraiment aussi, quand on parlait d'humanisme, une approche humaniste du coaching, ouvrir aussi à cette perspective qui existe déjà dans le coaching, mais la pousser encore plus loin, cette dimension esthétique et littéraire. Le sens, il n'est pas univore. Le stoïcisme ouvre à une pratique de soi et des autres, je dirais, beaucoup plus multiple et ouverte au sens.